Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Vocation. Que de chemin parcouru depuis mes tout premiers émois aéronautiques. Près de 20 000 heures de vol et un demi-siècle plus tard, voici l'histoire du pilote que je fus, aboutissement de la chrysalide qui mua pas à pas ma dévorante et naïve passion d'enfant en métier à part entière, malgré, ou peut-être grâce à une série de faits qui ne me laissaient guère d'espoir de lendemain chantant. Qu'est-ce qui est à l'origine d'une vocation ? À cette question, je n'ai personnellement pas de réponse satisfaisante. Chaque fois que l'on m'a demandé d'où elle me venait en ce qui concerne l'aviation, je n'ai su que dire. Elle est là, c'est tout. Je suis tenté d'ajouter, elle m'a été donnée. À ce dont j'ai répondu avec enthousiasme et conviction, avec passion, ma vie durant et le processus se poursuit aujourd'hui. Mes plus lointains souvenirs d'enfant sont peuplés de machines volantes, mais je suis incapable de classer ces vivaces images fugitives gravées à jamais dans ma mémoire. Un trimoteur Ju-52 décollant de l'aérodrome d'Avignon-Caumont, un planeur très haut immobile dans le ciel au-dessus de Salon-Higuières, une patrouille militaire évoluant dans un vacarme d'enfer en étincelant au soleil de Provence, un avion de tourisme jaune s'envolant de l'aérodrome de Carpentras par un beau dimanche d'hiver et s'écrasant au sol quelques secondes après. Voilà les réminiscences les plus anciennes que je garde en moi, car chacune d'elles a éveillé son pesant d'émotions. Je suis en effet un émotif dont le cœur d'enfant s'emballait au moindre bruit d'avion. Il faut dire que le ciel de ma Provence natale n'en était pas avare. Ma famille habitait Mazan, village du Vaucluse proche de nombreux aérodromes civils et militaires, et les restrictions faites aux évolutions des aviateurs étaient encore quasi inexistantes. Ainsi, l'exhibition aérienne gratuite y était quotidienne, à mon grand ravissement. Les militaires étaient le clou du spectacle, du ras du sol jusqu'à très haute altitude, présentant à qui savait regarder et au fil des années, T6, Dassault 312, Vampire et Mistral, Fouga Magister, Mystère 2 et 4, Super Mystère B2. Les bangs soniques étaient fréquents, révélant très haut dans le bleu du ciel un minuscule point argenté à l'extrémité de sa traînée de condensation. Plus anodins étaient les civils, jodelles des aéroclubs voisins ou avions de ligne à la trajectoire immuable, enveloppés du ronronnement régulier de leurs moteurs en étoiles, DC-3, DC-4, Constellation, Breguet de Pont. Très tôt j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, et qui traitait d'aviation. J'ai établi des cahiers où je collais des photos d'avions, la revue Aviation Magazine, très populaire dans les années 50 et 60, devenant ma référence pour un temps. À l'école primaire, ma passion pour l'aviation faisait sourire mes instituteurs et se moquer mes camarades de classe. Quel que soit le jeu en cours lors de la récréation, j'arrêtais tout pour regarder passer un avion. Quelquefois un adulte me demandait le nom de la machine. Je ne me trompais jamais. Je dérangeais quelque part mon entourage, fait à 80% de fils de paysans rongeant leurs freins jusqu'au certificat d'études primaires avant de pouvoir quitter l'école pour aller travailler au champ. Voler un jour ne faisait pas partie de leurs préoccupations. Or je ne pensais qu'à ça. À l'étude du soir, alors que j'étais en cours élémentaire 2e année, je lisais en cachette Le Grand Cirque de Pierre Klosterman. Avec délectation, je suivais par illustrés interposés les aventures des héros de l'ère de la Seconde Guerre mondiale et les débuts de la conquête spatiale. À Noël, pour mon anniversaire, on m'offrait une maquette d'avion ou un livre d'aviation. J'ai lu Saint-Exupéry, Mermoz, Rozanoff, Johnny Johnson et d'autres à l'âge où l'on préfère les aventures de Tintin, que j'appréciais aussi du reste. Mon père avait fait la drôle de guerre de septembre 1939 à juin 1940 sur l'aérodrome d'Albi, dans le Tarn comme chauffeur de son camion réquisitionné avec lui. L'école de pilotage qui y était basée avait toujours besoin de plus d'avions, et il transportait sur son camion ceux récupérés de ci, de là pour les amener à Albi. Baignant dans le milieu des pilotes, il avait rapporté à la maison photos et anecdotes à foison et devant ma passion de gosse, ne se privait de me les conter avec entrain. J'ai ainsi découvert les visages de ceux qui se préparaient à la guerre à bord de Caudron Luciole, Cricri Salmson ou Potez 50, et de leurs moniteurs, les pannes, les casses, les avions posés dans la nature suite à erreur de navigation ou à cause du mauvais temps, le lieutenant Gachon qui passait sous les ponts en vol, Louis Brun, originaire de notre région, moniteur, qui deviendra après-guerre une figure du vol à voile français en supervisant les records de durée en planeur aux Alpilles.
Outre sa casquette ornée des ailes dorées, de l'insigne de l'école de pilotage, un poussin sortant de sa coquille, mon père avait aussi rapporté 2 livres qui ont fortement marqué mon enfance et que j'ai lus avec avidité. Il s'agissait du manuel d'aviation de 1939 de la direction de l'aéronautique civile, et de ce qu'il faut savoir pour comprendre le vol à voile de Charles et Olga Giraud, 2 authentiques pionniers du vol à voile français. Ainsi, bien avant d'étudier la théorie destinée aux apprentis pilotes, les notions fondamentales m'imprégnèrent. Au lieu de me rebuter, elles aiguisèrent mon appétit de voler et préparèrent le terrain à l'avance. Plusieurs années après, lorsque j'étudiais à l'âge de 16 ans les matières du BESA, je me rendis compte que je connaissais déjà la plupart des notions du programme. Comme beaucoup de parents, les miens pensaient que cette flamme pour les choses de l'air ferait long feu. Mais ils durent se rendre à l'évidence. Elle traversa l'enfance et l'adolescence en brillant toujours plus fort. Peu à peu, leur sourire bienveillant se figea et une lueur d'inquiétude apparut au coin de leurs yeux. Ils avaient sans doute au fond d'eux l'image largement galvaudée d'une aviation dangereuse, et étant leur enfant unique longtemps désiré, frémissaient à la seule idée de me perdre. Comment leur en vouloir ? On tenta de me raisonner, de me faire peur, mais pas de me décourager. La solidité de ma détermination ainsi soupesée, ce fut alors une sorte de résignation. Dans cette période, ma mère joua un rôle central, et c'est elle qui fit admettre à mon père de ne pas refuser de signer l'autorisation obligatoire pour voler avant ma majorité. Une sorte de pacte avait été établi dès mon entrée en 6e entre mes parents et moi. Aussi longtemps que je serai un bon élève, je resterai au lycée. Dans le cas contraire, mes études seraient arrêtées et je serais mis au travail. Ce pacte avait pour origine principale le dénuement dans lequel nous vivions, et il est arrivé certains jours que nous ne puissions pas acheter de quoi manger. Un arrangement similaire fut conclu au moment où j'ai commencé à voler. Tant que cette activité ne nuirait pas à ma scolarité, je pourrais voler et je paierais tous les frais. Cela fonctionna à merveille. Ma motivation à devenir pilote fit de moi un bon élève et il n'y eut pas d'obstacle pour apprendre à voler en parallèle à mes études. Mais pour avoir l'argent nécessaire, il fut décidé que dès mes 14 ans révolus, je travaillerais pendant les vacances d'été pour augmenter les revenus du ménage. Ainsi pouvait-on aussi payer livres et fournitures scolaires, faire un peu mieux face aux dépenses courantes et s'il restait quelques sous, les mettre sur le livret d'épargne que l'on m'avait ouvert en prévision de l'avenir. Mon père avait un peu pratiqué l'aéromodélisme, puis l'avait abandonné faute de temps. Cédant à la passion envahissante de son petit bonhomme, il finit par m'offrir à Noël 1956 un modèle à construire qu'il réalisa pour moi. Je nous revois encore devant le petit chantier, à la veillée, dans la cuisine. L'angoisse et la joie du premier vol. Un ami de la famille qui nous rendait visite chaque année, amitié solide et sincère datant des noires années de guerre, tomba un jour en arrêt devant ce modèle. Quelque temps après, il me fit l'heureuse surprise de m'en offrir un autre en me disant « Quand tu me montreras la photo de celui-là en vol, je t'en amènerai encore un. » Propos qui ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd. L'avion fut construit avec l'aide précieuse de mon père et vola. La photo prise et envoyée à son destinataire. Au Noël suivant, mon bienfaiteur m'apporta un nouvel appareil plus grand et plus complexe. Processus identique. Et il y en eut un de plus l'année suivante. En janvier 1961 nous dûmes quitter Mazan pour Carpentras, ville voisine, suite à de graves difficultés survenues dans le travail de mes parents. L'ambiance, morose, fut pour moi quelque peu colorée par la possibilité d'adhérer à un club d'aéromodélisme pour la première fois, la section aéromodélisme de l'aéroclub de Carpentras. Là, je rencontrai un petit homme très dynamique aux doigts d'or, de plus de 20 ans mon aîné, André Bourg, qui en était l'animateur. Lorsqu'il me montra ses réalisations personnelles, j'en restai sans voix tant elles me parurent de haute qualité. Aucun défaut décelable, finition parfaite. Il me dit « Voilà ce qu'il faut faire. » Conscient du chemin restant à parcourir après avoir vu mes modèles, il me dispensa ses conseils et astuces sans compter. De 1961 à 1965, je construisis ainsi sous sa direction plusieurs modèles de mieux en mieux réussis qui tous volèrent et volèrent bien. Dès 1962 je dessinais mes propres plans.
Mon objectif fut d'approcher la perfection atteinte par Bohr, mais sans y parvenir vraiment. Selon lui, j'en faisais trop à ma tête et brûlais parfois les étapes. Les rencontres avec d'autres modélistes, à l'occasion de concours, étaient très enrichissantes. Et puis certains étaient aussi pilotes. Les concours se passaient sur un aérodrome, et l'on y côtoyait avions et planeurs réels. C'était l'époque où il n'y avait pas encore de ségrégation entre les activités aériennes, pas plus que de terrorisme, et où chacun faisait bien ce qu'il avait à faire avec responsabilité. Traverser en totalité un aérodrome à la course à pied pour suivre son modèle réduit en vol libre au milieu d'une activité intensive de planeurs, avions et parachutistes sans que quiconque soit gêné était monnaie courante. Chose irréalisable aujourd'hui, les aéromodélistes ayant d'ailleurs été chassés de la plupart des aérodromes. Au nom de la sécurité, mot à l'abri duquel on se retranche comme sous un parapluie, on empêche ainsi que de jeunes enthousiastes puissent venir toucher du doigt l'aviation grandeur. La porte qui mène du rêve d'enfant à la vraie machine volante est donc fermée. Que de fois, enfant et adolescent, ai-je ainsi approché avion et pilote. J'ai même fait plus, je suis monté à bord, là où s'assied le pilote. 1 ou 2 fois seulement, ai-je eu droit à une gentille réprimande. Il faut dire que je faisais très attention, et je n'ai jamais rien détérioré. Les gens comprenaient tout de suite que j'étais un mordu, et non un vandale. À Carpentras, au temps de M. Bouzanquet, chef pilote de l'aéroclub, j'étais en quelque sorte placé sous sa protection. Me voyant souvent tourner autour des avions, des Jodel D-112, et ayant compris que j'étais sans le sou, Bouzanquet m'emmenait de temps en temps faire un petit vol au cours duquel il pratiquait parfois des manœuvres impressionnantes, à ma totale jubilation. J'avais fait mon premier vol, mon baptême de l'air, lors des vacances de Noël 1957, après avoir pendant des semaines supplié mes parents de me faire voler. N'y tenant plus, submergés par la puissance de ma litanie, ils accédèrent à ma demande le lendemain de Noël. Je compris après coup qu'ils espéraient de cette manière avoir la paix. Or il n'en fut rien. J'émergeai du Jodel rouge et blanc, après 10 minutes de vol, radieux à un point tel que je demandais à mon père de revenir voler tous les dimanches. Naturellement, c'était irréalisable et je dus me résigner à mon triste sort pour de longues années encore. Ce vol avait fait jaillir en moi la certitude que là était ma place, dans un cockpit, aux commandes. Ma passion, déjà dévorante, devint omniprésente. Un peu plus tard, je rédigeai 2 ou 3 pages décrivant par le menu la réalisation d'un vol vu de la place pilote, du décollage à l'atterrissage. Je le fis lire à ma mère qui eut grand mal à croire que c'était là un texte de mon cru, tant elle le trouva réaliste. Je n'avais en effet encore jamais piloté. Les 7 années qui séparèrent ce court vol de mes débuts en pilotage me seraient apparues comme l'antichambre de l'enfer sans l'aéromodélisme et les quelques rares vols dont me gratifia Bouzanquet en D-112. Construire et faire voler des modèles réduits fut un utile exutoire, et cela reste vrai aujourd'hui. Une précision s'avère nécessaire toutefois. Il ne s'agissait pas à l'époque d'un aéromodélisme coûteux, voire luxueux, que je n'aurais d'ailleurs pu m'offrir, mais d'une activité limitée au bois et à la toile d'entoilage pour construire de toutes pièces des modèles destinés au vol libre. Pas de télécommande, de moteur, ni de gadgets divers, pas plus que de kits ou de machines prêtes à voler. Tracer des plans en respectant des règles de base, choisir des profils d'ailes adaptés aux performances recherchées, définir des proportions, des calages de voilure, des centrages, choisir les matériaux selon les efforts à tenir en vol, construire léger et solide. Voilà quelques-uns des objectifs de cette pratique très proche de la conception de machines pilotées. Nombre d'aéromodélistes sont devenus des constructeurs d'avions ou de planeurs réels. Un des plus renommés dans le monde aujourd'hui est certainement Burt Rutan, qui consacra lui aussi enfance et adolescence à cette activité, et qui est maintenant capable de faire voler un avion-fusée piloté à 100 km d'altitude pour un budget sans aucun rapport avec le moins cher des véhicules orbitaux habités. Continuer à guetter et scruter les avions qui passaient m'aida aussi à combler ce vide relatif. Du simple ravissement de l'enfant, je passais peu à peu dans cet exercice à une sorte d'expertise tatillonne, appréciant trajectoire et manœuvre, interprétant les bruits de moteur. Un épisode particulier me fut offert par les hasards de la vie. En juillet 1957, alors que nous rendions visite en famille à des amis, nous eûmes un accident de la route. Mon père,
rotule fracturé, dut être immobilisé quelques semaines laissant à ma mère la lourde charge du commerce, ce qui l'accapara totalement. Il fut donc décidé de m'envoyer pendant cette période à Bruxelles, où résidait l'accueillante maisonnée de mon bienfaiteur en modèle réduit. Si je découvris la Belgique et sa capitale, je remarquai surtout que la maison de ses vacances particulières était située quasiment dans l'axe de Bruxelles-Melbroek, le grand aéroport belge. Inutile de décrire ma joie. Je passais beaucoup de temps assis dans le jardin à admirer les avions au décollage ou à l'atterrissage, qui nous survolaient très bas dans le grondement de leurs moteurs. Le soir je m'endormais au bruit du DC-7 régulier de la Sabena, qui partait de nuit pour l'Amérique. De nombreux avions de transport de l'US Air Force fréquentaient cet aéroport, en particulier des C-119 Packet qui ressemblaient à notre Nord-Atlas national. Un dimanche, on m'emmena visiter le site et j'y vis enfin de tout près ces fameux avions. Voilà encore une chose devenue de nos jours impossible, depuis l'instauration de la piraterie aérienne. Comment s'étonner alors que nos jeunes ne sachent rien de l'aviation ? La prise de conscience du risque associé au vol m'est venue très tôt. Je peux même écrire sans en rougir, que j'ai toujours eu peur a priori avant de décoller. Mais ça n'a jamais été une peur panique ou paralysante, mais plutôt une claire conscience du danger latent et de la nécessité de rester vigilant afin de ne faire ni bêtises ni oubli. Avec le temps, cette vigilance s'est de plus en plus orientée vers moi-même, car le premier facteur de risque est lié à celle ou à celui qui pilote. Presque toujours, le fait d'entrer dans le vif du sujet chasse la peur et l'application stricte d'une bonne méthode de travail fait le reste. S'y ajoute une habileté certaine, sans laquelle on n'est pas reconnu apte à être pilote, et une expérience plus ou moins riche. Rien de tout cela n'était présent dans mon esprit quand, enfant, j'ai assisté avec mes parents à l'accident déjà mentionné de l'avion jaune décollant de Carpentras. Ni lorsque, en janvier 1955, on m'emmena voir l'épave calcinée de l'avion dans lequel Soumi et Guigues périrent carbonisés, au beau milieu d'un vignoble proche de l'aérodrome de Carpentras. Quelles répercussions ont eu ces scènes ? Je ne saurais le dire. La seule certitude est qu'elles sont en moi pour toujours. Une pratique très répandue de ces années bénies, peut-être trop répandue, était celle du cirque aérien non motivé, presque toujours à très basse hauteur, pour le seul plaisir du spectacle, prisé aussi bien par les militaires que par les civils. Jeune aéromodéliste, il m'est arrivé fréquemment d'assister à des séances de voltige ou à des razmods sur les aérodromes où je me trouvais, simplement parce que le pilote nous avait aperçus et avait décidé sur le champ de faire un cours chaud. J'appréciais fort sans souci du bruit ni du risque. Il n'était pas rare que le pilote réponde du bras ou de la main aux grands gestes que nous lui faisions. Autre époque. Un des spectacles les plus saisissants n'était pourtant pas injustifié. C'était celui donné par les avions de travail agricole et de remorquage de banderoles, qui se basaient parfois quelques jours à Carpentras. Dans le premier cas, il s'agissait de Piper Super Cub, dans le deuxième de rallye, le fameux avion STOL produit par Morane Saulnier. À leur commande, et pour les besoins du travail qui leur était demandé, les pilotes faisaient preuve d'une adresse, lors des manœuvres d'épandage ou d'accrochage de la banderole, à couper le souffle, le tout au ras du sol. Je me souviens m'être couché dans l'herbe lors des passages d'épandage, sans pouvoir dire si les roues du Super Cub la touchaient ou non. Quant à la montée en chandelle du rallye, très cabré pendant que se déroulait derrière lui l'interminable banderole, perdant très vite sa vitesse, accroché plein gaz à son hélice, semblant s'immobiliser à 50 ou 60 mètres du sol, puissamment freinée par l'énorme surplus de traînée, elle tenait du pathétique. J'étais debout sur la pointe des pieds, ne respirant plus jusqu'à ce que l'ensemble commence à prendre lentement de la hauteur. 2. Décisive rencontre. Lorsque mon entourage proche comprit que je voulais vraiment devenir pilote, le rêve d'enfant se commuant en affirmation de plus en plus directe de l'adolescent que je devenais, les mises en garde ne manquèrent pas. Louise, ma grand-mère maternelle, me voyait déjà mort et s'est certainement fait bien du mauvais sang quand j'ai commencé de voler. Il faut dire que son veuvage, de mon grand-père Ferdinand en 1916 pendant la bataille de la Somme, avait laissé en elle une plaie ouverte que je venais inconsciemment raviver. Marie, ma grand-mère paternelle, considérait le métier de l'air comme peu sérieux, pas à même de nourrir son homme et donc à déconseiller.
Alphonse, mon grand-père paternel qui avait perdu ses 3 frères lors de la Première Guerre, revivait ses souvenirs de poilu et me racontait les attaques rasantes de tranchées par les avions allemands, la terreur encore présente au fond des yeux. Mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'ils pensaient de l'aviation, ni du métier d'aviateur. Dans leur maison, il y avait une peinture sur papier d'un des grands hydravions français des années 30, réalisation d'artistes d'Alphonse. Dans le salon, volet constamment clos, où personne n'allait jamais, sauf moi en cachette, trônait sur un socle une maquette de planeur en bois massif exécutée par mon oncle Lucien. Il y avait eu une aviatrice au village, mais qui s'était tuée prématurément. Son souvenir était dans toutes les mémoires, et n'éclairait pas l'aviation sous un jour favorable dans ce petit coin de France. En dehors de ma mère, clairvoyante mais torturée, je n'avais donc pas d'allié. Cependant, par un hasard assez extraordinaire, je finis par en rencontrer un. C'était en 1962. Nous habitions dans une impasse, l'impasse Vinatier à Carpentras. Tout au fond existait en fait un chemin étroit qui autorisait le passage vers un autre quartier de la ville, à condition d'être piéton ou cycliste. Voilà qu'un jour de printemps, alors que je me trouve dans la cour devant la maison, je vois passer à vélo un jeune inconnu tenant sous son bras un modèle réduit démonté. Sans plus attendre, j'enfourche ma propre machine et le rattrape. Quoique de naturel timide, j'engage la conversation. Le jeune homme a l'air plutôt agréablement surpris. Retour à la maison. J'exhibe mes modèles. En 1 heure nous sommes amis. Il s'appelle Michel Mout, il a 16 ans, 2 de plus que moi, et fréquente le lycée technique au bout de l'impasse. Et surtout, il rêve de piloter. C'est le début d'une solide amitié, je peux même dire qu'il fut mon meilleur ami. Nous nous revoyons souvent, échangeant idées, revues, livres, recettes d'aéromodélisme. Nous allons à l'aérodrome ensemble essayer et régler nos appareils. Nous sommes concurrents lors de compétitions où d'abord, il est le plus fort. Et puis nous parlons tellement de pilotage, que c'en devient une idée fixe. Lui aussi lit tout ce qui lui passe à portée de main et qui traite d'aviation, pionnier, aéropostale, grand raid, Seconde Guerre mondiale, début de l'aviation à réaction. Le côtoiement de vrais avions et planeurs et de leurs pilotes s'additionnant à tout cela, nous commençons à faire la liaison entre toutes ces informations. J'ai, quant à moi, une imagination débordante qui me porte en avant. Lui est plus technique. Naturellement, il est le premier de nous deux à apprendre à piloter pendant l'été de 1963, à l'occasion d'un camp aéronautique national à Pau. Il me rend visite peu avant la rentrée des classes pour me raconter ses 5 semaines de stage. J'aurais fait n'importe quoi pour avoir droit à un cursus identique, mais il y avait un seuil d'âge fixé à 17 ans au 1er juillet de l'année du camp, et je ne les avais pas. Le récit de ses vols me console tant bien que mal. Lâché seul en planeur, il a obtenu en avion son brevet du 1er degré. Il a l'air si heureux de me donner des détails sur sa formation en planeur biplace Caudron C800, et sur ses premiers solos sur planeur émouché monoplace. Pour l'avion de son brevet, le rudimentaire Piper J3 j'ai retenu, sans en monter, sans en palier. Cette entrevue m'enflamme littéralement. Comment procéder pour apprendre à voler, sinon comme Michel, et donc patienter jusqu'à mes 17 ans? Car je ne peux envisager de commencer sur avion à l'aéroclub de Carpentras, n'ayant pas d'argent pour payer les heures de vol. Le club de vol à voile le plus proche est en Avignon et je n'ai qu'un vélo à ma disposition. Non que la distance m'effraie, 25 km, j'aurais bien pédalé sur 100 km pour voler, mais je ne peux passer trop de temps en trajet à moins de négliger mes études et cela je ne peux me le permettre, par contrat moral vis-à-vis de mes parents et pour mon propre avenir. Je décide alors, en janvier 1964 de me porter candidat à un camp aéronautique pour l'été, avec l'espoir que l'on ne s'apercevra pas que je n'aurai 17 ans qu'en novembre. Peine perdue. Je ne sais pas encore dans quel esprit fonctionne l'administration, fût-elle de l'aviation civile. La lettre de refus pour la condition d'âge est signée d'un certain Massé, directeur des camps aéronautiques nationaux. Décrire ma déception serait difficile. J'apprenais la vie. Mais les aléas de l'existence firent que, près de 20 ans plus tard, je rencontrai un jour ce monsieur Massé, alors en fin de carrière, dans le cadre d'une mission bien particulière, celle de le piloter dans un périple autour de la France afin qu'il inspecte ses célèbres camps aéronautiques pendant une dizaine de jours,
Nous nous rendîmes d'un aérodrome à l'autre en visite tout ce qu'il y a de plus officiel, Massé me demandant même d'effectuer des contrôles en vol ponctuel sur planeur afin de juger de la qualité de la formation dispensée. Nous apprîmes à nous connaître, et je découvris qu'il avait été pilote de bombardier pendant le dernier conflit mondial. Une fois la paix revenue, il n'avait eu de cesse de faire quelque chose pour les jeunes. La création des camps aéronautiques était issue de cette préoccupation. J'étais donc forcé de ronger mon frein en l'attente d'un camp aéronautique à l'été 1965. En dehors de mes études, je m'immergeais dans l'aéromodélisme pour sauvegarder mon moral. Un événement intervint en ma faveur peu de temps après la visite de Michel, du type de celui que l'on peut qualifier de charnière dans une vie, dont l'origine fut une discussion banale avec des camarades de classe. Ce jour-là, ils m'apprirent qu'un inconnu avait tenu la veille au lycée une conférence sur le vol à voile, dans le but d'intéresser des jeunes à la création d'un club à Carpentras. J'étais si loin de penser qu'une opportunité de ce genre arriverait par le canal scolaire, que je n'avais pas vu l'affiche annonçant la chose. La personne reviendrait le lundi suivant pour réunir les volontaires. Ce lundi-là, après les cours, la salle est comble. Notre conférencier, debout au pupitre, nous présente le vol à voile avec force geste, parlant fort en roulant un accent toulousain prononcé. Le cheveu poivre et sel taillé en brosse, de stature moyenne, il n'a rien d'époustouflant. L'image qu'il donne de lui est fort éloignée du stéréotype du pilote, mais je comprends vite qu'il sait de quoi il parle, et il le fait avec foi et enthousiasme. Il désire faire profiter les jeunes de son expérience. Je suis aux anges. Quand il propose rien moins que de créer un club de toutes pièces aidé de 2 autres adultes et de nous, j'exulte. Si suffisamment de jeunes sont décidés, s'ils sont ensuite formés, alors la manne de l'État nous accorderait ses largesses sous forme de bourses et subventions. À ce moment, je n'ai aucune conscience de ce que tout cela implique, mais j'ai la conviction qu'il ne faut pas être timoré pour se lancer dans le vol à voile. Pour acheter le planeur école sur lequel nous volerons, les 3 compères, et en fait l'un d'eux surtout, fourniront la plus grande partie de la somme. Ceux des jeunes qui le peuvent sont invités à donner leur obol. J'ai donné 100 francs en principe remboursables. À la fin de la séance, je me propose d'aider le conférencier à ranger son matériel de projection de diapositives sur le vol à voile à la Liagonne, dans les Pyrénées, dont j'ai encore plein les yeux. Il paraît intéressé par mon expérience d'aéromodéliste, et quand je lui dis que je n'ai pas encore les 16 ans fatidiques pour voler, il rit franchement. Il s'appelle Georges Cabassi. Je ne sais pas encore que je viens de rencontrer celui qui va m'apprendre à piloter. Ma joie de vivre est décuplée. À partir de ce mois d'octobre 1963, Cabassi, lui-même enseignant en lycée professionnel, nous fait chaque semaine une séance de cours du soir afin de nous préparer au BESA. Je n'en rate pas une seule. Nous sommes finalement une quinzaine de filles et garçons assidus. Au fil des semaines, je me rends compte que les connaissances déjà acquises me sont fort utiles. Malgré tout, je potasse les manuels bleu ciel du SFATAT. Service de la formation aéronautique du travail aérien et des transports, dès que j'ai un moment de libre. Le 24 janvier 1964, un dimanche, l'examen est passé dans une des salles de classe du lycée. Les résultats ne seront connus que plusieurs mois après. Je serai reçu, et on m'octroiera un beau diplôme du même bleu que les manuels. Entre-temps, notre projet de club avait pris tournure et nous avions bon espoir de débuter les vols aux vacances de Pâques 1964. Mais nous n'étions pas agréés par la FNAF, pour la bonne raison que notre activité n'avait pas encore commencé, et ne pouvions donc prétendre à l'attribution ni de bourse ni de matériel d'État, planeur ou avion. Nos 3 mentors, anticipant ce prévisible avatar, s'étaient donc mis à la recherche du minimum nécessaire pour voler, à savoir un planeur biplace école, un treuil et une voiture de servitude. Le planeur, un Scheibe Mu 13e Bergfok, fut trouvé d'occasion par l'intermédiaire du directeur de la société Avialsa, Roger Klein, à Haguenau en Alsace, qui devait en assurer la révision générale. Le treuil, à moteur V8 Ford de 100 chevaux, vint de Béziers. La voiture, une antique B2 Citroën d'un propriétaire terrien local. Mais ces 2 derniers engins étaient délabrés et rouillés. Le gros travail de mécanique fut à la charge de Cabassi, les néophytes que nous étions ne pouvant donner qu'une aide passagère, comme en décapant la rouille ou en s'improvisant peintre. Au bout du compte,
nous nous trouvâmes à la tête d'un beau treuil rouge vif et d'une B2 débarrassée de toute sa carrosserie, avec une solide barre en cornière de fer à l'arrière sur laquelle on avait boulonné 2 crochets pour tirer les câbles du treuil qu'il faudrait dérouler sur plus de 1000 mètres. Le tout fonctionnait dès le mois d'avril, et les essais de puissance du treuil révélaient à nos oreilles un ronflement sourd et rassurant. La facture de la révision générale du planeur s'alourdissant plus que prévu, Cabassi décida de passer ses vacances de Pâques à travailler sur le planeur bénévolement. Mais cela repoussait la date de notre premier vol. Je formais des vœux ardents pour que ce report soit le plus court possible. Cependant, à l'évidence, l'achèvement de la révision générale du planeur n'était que l'un des problèmes à surmonter. Il fallait aussi que la machine, de fabrication allemande, reçoive l'autorisation officielle de voler en France, assortie de tous les documents obligatoires, et que Cabassi suive un stage d'instructeur au Centre national de la Montagne Noire en juillet. De fil en aiguille, nos espoirs de voler furent repoussés au 1er août 1964, Cabassi nous ayant donné rendez-vous sur l'aérodrome de Carpentras à cette date en pensant que tout serait enfin réglé. Pour mon cas personnel, j'avais besoin que ce soit vrai car depuis quelques mois, je savais qu'une myopie inattendue m'écartait de la profession de pilote. Le constat de l'ophtalmologiste, confirmant ce que la médecine scolaire avait découvert, fut sans appel. Aucune filière de recrutement de pilotes n'acceptait un candidat n'ayant pas au moins 10 dixièmes E à chaque œil sans correction. Un véritable coup du sort. Toutes mes aspirations étaient donc focalisées sur le démarrage de ce club de vol à voile, étant tout de même détenteur de l'aptitude médicale de pilote de planeur. À ma demande, un accord avait été conclu entre mon employeur et moi, là où je gagnais pendant les grandes vacances l'argent de l'année scolaire comme manœuvre, pour être libre ce 1er août et tous les après-midi du mois. Le jour dit, je suis de bonne heure sur le terrain de Carpentras, piaffant d'impatience. Je pousse jusqu'à l'unique hangar et range mon vélo. Il n'y a personne et tout est fermé. Les seuls bruits sont le craquement des tôles sous la chaleur du soleil qui tape dur, et le froissement des herbes folles par un petit mistral. Impossible de savoir si notre planeur est là derrière les portes closes. Je fais les 100 pas en pensant à tout ce que nous avons déjà fait pour pouvoir voler, y compris participer à une compétition de modèles réduits en juin au bénéfice de la section aviation du lycée, pour montrer son activité. Au bout d'un moment, je suis rejoint par un camarade d'infortune, tout aussi impatient que moi. Davantage même. Il perd son calme le premier et s'en va. J'attends encore et me mets en retard pour le déjeuner pendant lequel j'offre une mine défaite. Ma mère essaye en vain de me consoler. Ne sachant comment procéder, je décide de retourner au terrain aussi souvent que possible. Le surlendemain, je passe ainsi l'après-midi sur l'aérodrome toujours désert. Cette fois, il y a un avion stationné près du hangar, un Beechcraft Bonanza, superbe monomoteur de voyage haut de Ganun, fermé à clé que j'examine sous toutes les coutures à défaut de mieux. Le Mistral souffle toujours, sans parvenir à rafraîchir la température ambiante. Les heures s'égrènent lentement, trop lentement, et je finis par me résoudre à rentrer à la maison quand le soleil décline vraiment. Après le chemin pierreux et poussiéreux, je retrouve la départementale qui longe la piste en direction de la ville. Mes yeux traînent sur le hangar, l'avion. D'un seul coup, je réalise que le ronronnement léger de mon pédalier n'est plus le seul bruit perceptible. Je regarde autour de moi, cesse de pédaler, puis stoppe au bord de la route. Un sifflement insignifiant, lointain me parvient. Je cherche. Le bruit s'amplifie quelque peu. Soudain je comprends. Je lève les yeux, fouille le bleu limpide de mon bon ciel de Provence et repère la silhouette effilée d'un planeur tournoyant à la verticale de l'aérodrome, aérofrein sorti. J'en déduis qu'il va donc se poser. Intense stupéfaction. Un bref instant, je me dis que c'est notre planeur qui arrive enfin tel un don du ciel. Mais je réalise vite que ce planeur-là est différent, tout blanc, très profilé. Il entame une prise de terrain. J'ai déjà réagi. Portant mon vélo au-dessus du fossé, je pénètre sur la piste, l'enfourche et me mets à pédaler comme un dératé vers le lieu où la machine va s'immobiliser. Elle se pose pareille à une fleur, basculant doucement sur une aile en fin de course. J'entrevois l'immatriculation, D. Un Allemand. Un Allemand ici, à moins de 80 km de la Méditerranée. Est-ce possible? Je m'arrête à une dizaine de mètres.
Le pilote dépose sa verrière au sol, se dresse et sort parachute au dos. Je suis interdit, cherchant à trouver quelque chose à dire en allemand. Le pilote m'interpelle alors en français, « Bonjour. Je viens de Freiburg en Forêt-Noire. Pouvez-vous m'aider à abriter mon planeur ?» Je bredouille une réponse idiote. Je reste planté là, abasourdi. Je voulais aller à Béziers, mais il n'y a pas d'onde au Ventoux. Alors j'ai décidé d'atterrir ici. Et il exhibe sa feuille de vol avec le trajet projeté. Je note à cet instant que mon interlocuteur est en costume de ville de velours vert, cravate, sandales et chaussettes. Il porte des lunettes fumées, il est blond et de taille moyenne. Il remet la verrière en place et me demande de l'aider à pousser le planeur vers le hangar. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.